Alors, je vais développer rapidement quelques autres caractéristiques de la pensée autistique, mais hors classification, c'est-à-dire que là, effectivement, on ne trouve plus ça ni dans le DSM-4, ni dans le DSM-5, et je ne pense pas d'ailleurs faire le tour de la question. Il y a des choses que j'aurais pu aussi développer. Alors, il y a un aspect du fonctionnement autistique aussi qui est très, très important, que certains spécialistes qui s'y sont intéressés appellent la pensée en détail. La pensée en détail, donc, c'est un autre aspect du fonctionnement autistique. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le traitement des informations, qui est un traitement particulier. Et là, il y a aussi une différence fondamentale avec nous, c'est-à-dire que nous, notre pensée est une pensée qui est plutôt globale. C'est-à-dire, elle est globale, elle est conceptuelle, c'est-à-dire que quand on se trouve dans une situation nouvelle, hein, par exemple quand je suis rentrée dans cette pièce et quand je rentre dans n'importe quel lieu, des lieux que je connais mal, ou que, voilà, mon premier réflexe, c'est de regarder la globalité. Et dans cette globalité, je vais retenir un certain nombre de détails qui sont importants, parce qu'ils me permettent de donner sens à ce que je vois. Les personnes avec autisme, on a un certain nombre d'entre elles qui ont cette tendance, elles vont se focaliser tout de suite sur un détail qui les intéresse. Et elles vont avoir tendance à aller de détail en détail. Donc c'est vraiment là une autre façon d'explorer le monde qui peut poser problème, parce que quand on procède de cette façon, eh bien, ça va être difficile de donner du sens. Hein, si en rentrant dans cette pièce, je me mets à me focaliser comme ça sur des détails, je regarde uniquement voilà, la lumière, etc., sans regarder la globalité, je vais me demander où je me trouve, qu'est-ce qui se passe, etc. Difficile de donner sens quand on traite les informations de cette façon-là. Donc difficile pour eux d'accéder au sens à cause de ça, mais effectivement il faut savoir qu'ils ont tendance à faire ça, et du coup, alors c'est à la fois une gêne, en même temps, les détails qu'ils perçoivent, bien souvent, je vais vous le montrer à partir d'un exemple là tout à l'heure, ils les perçoivent beaucoup mieux que nous les percevons. Parce que moi, par exemple, dans ce lieu, il y a des détails, je vais sortir tout à l'heure de la pièce, que je n'aurais même pas repérés, parce qu'ils n'ont aucun intérêt pour moi. Donc je les exclus. Hein, c'est une attention sélective. Voilà. On s'intéresse simplement à ce qui a du sens pour nous. Or, une personne avec autisme, dans un lieu comme celui-ci, va repérer vraiment énormément de choses. Hein, c'est-à-dire qu'il repère effectivement beaucoup de choses, beaucoup de détails, et de façon extrêmement précise. Donc, ce n'est pas forcément inintéressant. Alors, je vais vous donner là un exemple. Alors je ne vais pas commenter toutes les images, juste cette image-là. Alors pour le coup, je peux montrer cette image-là qui est en bas à droite. Nous, quand nous regardons cette image, eh bien, nous la regardons d'une façon globale, hein, et très rapidement, nous lui donnons un sens, parce que nous nous appuyons sur notre expérience. On a des repères comme ça qui font qu'un enfant alité avec un monsieur en blouse blanche à ses côtés, on comprend très vite qu'il y a là un enfant qui est alité parce qu'il doit être malade et que le médecin est venu à son chevet, sans doute pour faire un diagnostic, et puis que la maman est à ses côtés et la petite sœur à côté. Voilà. Hein, et si on nous demande quel est le sens de cette image, on va l'interpréter très vite. Alors, là, on demande à un enfant avec autisme « Qu'est-ce que tu vois ?» hein, on lui demande de dire un petit peu comment il réagit à cette image. Hein, qu'est-ce que tu vois si on demande ça à un enfant ordinaire? Eh bien, il va dire « Voilà, je vois un enfant qui est couché dans son lit, il doit être malade, il y a un médecin à côté de lui, il va raconter sa petite histoire. » Là, l'enfant avec autisme, il dit « Voilà, alors, qu'est-ce que tu vois ?» Il commence par se focaliser sur le lit. Il dit « Il y a le lit. » Vous voyez, il commence par le lit. Ah, décidément, elle ne veut pas rester, l'image. Alors, il dit, il y a le lit, la maman, ok.
Le papa, pas sûr. La petite voiture verte. Alors, il y a effectivement une petite voiture verte qui se trouve ici, dans le bas à droite, au sol. Une toute petite voiture verte qu'effectivement, ni vous ni moi n'aurions repéré parce que ce détail n'a absolument aucun sens pour comprendre le sens de cette image. Alors, non seulement il dit la voiture verte, mais la lampe, il y a effectivement une lampe sur le côté droit, que de la même manière, on n'a pas repéré parce qu'elle n'a aucune importance pour donner sens à cette image. Le livre, de même le livre, c'est pas que le livre, on ne le voit pas. Si on attire notre attention sur le livre, on le voit, mais ça fait rien, c'est pas le genre de détail non plus qu'on a reperçu. Le livre sur la couverture, dont il précise qu'elle est orange et rouge. Alors c'est intéressant parce que vous voyez la précision avec laquelle donc ces détails de l'image sont perçus, dans un ordre qui nous apparaît un petit peu anarchique. On ne voit pas très bien pourquoi il voit ça, et puis après ça, pourquoi ça plutôt qu'autre chose. Et après, on lui pose une question et on lui dit « mais pourquoi le garçon est au lit ?» C'est-à-dire qu'on veut l'amener à donner quand même un sens à cette image. Et là, il va donner un sens, mais qui n'est pas le sens que nous donnons, nous, à cette image, parce que sa façon d'explorer l'image eh bien, fait que, voilà, et finalement, ce qu'il dit n'est pas si insensé. Il dit, alors pourquoi le garçon, on lui dit pourquoi le garçon est au lit, il dit parce qu'il est fatigué. C'est vrai que des fois, quand on se met au lit, c'est parce qu'on est fatigué, parce qu'il n'a plus son cartable. Et alors, on ne voit pas totalement l'image. Il ajoute le papa a pris son cartable. Hein, c'est-à-dire qu'il se fait son cinéma, quoi, il se raconte son histoire. Hein. Finalement, il est au lit, il n'a plus son cartable, il est fatigué. Et en plus, comme il voit que le monsieur a un cartable, le papa, il a pris son cartable. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu que c'est le sac du médecin et ça n'a rien à voir avec le cartable du garçon. Alors voilà, c'est un exemple intéressant qui montre un peu la façon dont ces enfants traitent les informations. Alors après, pensée fragmentée, donc pensée en détail, pensée fragmentée. Alors que veut dire pensée fragmentée ? Eh bien, ça signifie que, effectivement, contrairement à notre pensée à nous, qui est une pensée dynamique, où tout est en interaction, hein, c'est-à-dire tous nos sens sont en interaction, c'est-à-dire à la fois je vois, j'entends, je sens, je pense, j'ai des émotions et je fais tout ça en même temps. C'est-à-dire que la machine humaine est une machine extrêmement complexe hein, et je traite ces informations de façon globale et dynamique, hein, sans même d'ailleurs m'en rendre compte. Chez la personne autiste, et ça c'est aussi très important de le comprendre, ça va être à chaque fois, c'est une chose à la fois. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si elle est dans la vision, hein, pour quelque chose qui l'intéresse, eh bien, ça peut la gêner au niveau de l'audition. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça, des personnes qui témoignent le disent, si je fais un effort pour voir, eh bien, je peux ne pas entendre ce qu'on est en train de me dire, parce que je suis tout entier dans ce que je vois. Hein, c'est ça qu'on appelle la pensée fragmentée. Donc ça, c'est un témoignage justement d'une Québécoise qui s'appelle Brigitte Harrison, hein, qui a écrit d'ailleurs des ouvrages sur l'autisme, et qui, parlant d'elle, dit « Il m'est arrivé à plusieurs reprises de bloquer mes oreilles pour voir et de bloquer mes yeux pour entendre. » Alors elle parle du passé parce qu'elle s'est entraînée à voir et entendre à la fois, mais vous voyez, donc des choses qui sont complètement évidentes pour nous ne le sont pas pour eux. Mais à cette époque, à plusieurs reprises, je devais fermer les yeux pour parler. Il m'était pratiquement impossible de combiner les deux. Hein, donc elle parle au passé parce qu'effectivement, au présent, elle y arrive un petit peu mieux, même si ça peut être un petit peu difficile à certains moments. Alors là, il y a des incidences sur les apprentissages. Je pense que face à un élève avec autisme, il faut avoir une idée très précise de ce qu'on veut qu'il fasse, de ce à quoi on veut qu'il soit attentif. Hein. Faut bien cibler, hein, beaucoup plus qu'avec les autres. Hein. C'est très très important.
éviter de lui demander 2 choses à la fois. Alors, il faut apprécier, c'est-à-dire il faut le connaître aussi, hein. Il y en a qui sont un peu plus capables que les autres de le faire, mais certains en sont tout à fait incapables. Parfois, éviter, parce que ce qu'ont tendance à faire certains professionnels, quand ils voient que l'enfant ne fait pas ou ne s'y met pas tout de suite ou met un certain temps, eh bien, ils vont répéter la consigne, ils vont, voilà, le langage a un rôle très important dans l'enseignement. Eh bien là, voilà, si on veut vraiment qu'il soit attentif à ce qu'on lui montre, il faut peut-être ne pas trop parler et ne pas trop répéter, ça ne va pas servir à grand-chose. Ça peut même le gêner. Donc, il faut maîtriser sa parole et vraiment aller à l'essentiel dans ce qu'on dit, dans ce qu'on demande. Hein, parce que si on parle trop, si on dit des choses trop compliquées, ben on va le mettre en difficulté. Pensée statique et non associative. Là aussi, c'est Brigitte Harrison qui l'analyse très bien en donnant un exemple. Elle dit, par exemple, l'autiste voit un verre d'eau, il ne verra que le verre d'eau. C'est-à-dire qu'il a une pensée factuelle. Voilà, le verre d'eau, il va comprendre effectivement ce que c'est, mais il ne va pas associer. Le neurotypique, c'est-à-dire vous et moi, eh bien lui, il va, à partir du verre d'eau qu'il regarde, il va penser boire un verre avec quelqu'un, il va penser, puisque c'est de l'eau, aller se baigner, il va associer, voilà, il va associer. De son côté, dit Brigitte Harrison, l'autiste associera le verre d'eau à quelque chose de précis, à une fonction précise, mais il ne va pas faire des associations de choses qui sont liées à l'eau, mais qui n'ont rien à voir avec la situation précise. Donc pas d'extrapolation, une pensée factuelle et précise, mais très précise, justement. Voilà. Alors tout va trop vite, ça aussi, c'est-à-dire que compte tenu de sa façon de traiter les informations, un jour, j'étais avec une jeune femme qui a un syndrome d'Asperger et qui avait pris une image qui m'a aidée à comprendre. Elle a dit à un moment donné, vous êtes en fonctionnement automatique, moi je suis en fonctionnement manuel. Voilà, hein, je dois. Donc effectivement, ça me prend du temps. Hein, voilà. Traiter les informations, ça prend du temps. Hein, d'autant que si les sens sont comme ça fragmentés, et si je vois et après j'entends, etc., bah, effectivement, explorer le monde qui m'entoure, c'est complexe et ça prend beaucoup plus de temps. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte, hein, de la vitesse de notre traitement des informations et ne pas conclure trop vite. Parce que bien souvent, si l'enfant avec autisme ne répond pas à une consigne qu'on lui donne, on va très vite conclure il ne comprend pas ou ce n'est pas à sa portée, alors que voilà, il faut peut-être ralentir, il faut peut-être mieux cibler, ou il faut décomposer. C'est-à-dire que voilà, il ne faut pas conclure, ce n'est pas possible, quoi. Il faut passer à autre chose. Encore une fois, il faut tenir compte de son fonctionnement propre. Donc, si on regarde l'autisme de la façon là, dont on a essayé de le regarder ensemble, à partir du fonctionnement autistique, eh bien, on met l'accent là beaucoup plus sur la différence que sur le handicap ou sur la pathologie. Hein, c'est-à-dire, c'est avant tout un fonctionnement différent. C'est une différence avec ses points forts et ses points faibles. Hein, ce n'est pas seulement des déficits. C'est un fonctionnement un fonctionnement différent du nôtre. Alors, je conclurai de cette façon-là. Donc, l'attitude empathique, je pense que c'est vraiment la bonne posture. Hein, c'est-à-dire qu'il faut, en même temps, avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il faut essayer de se mettre à la place d'eux, d'essayer de voir le monde avec leurs yeux, autant que faire se peut.
parce qu'on n'est pas autiste, mais voilà, faire cet effort, c'est ça, avoir une attitude empathique, et s'empêcher d'interpréter leur comportement en se référant à nos normes. Ça, c'est vraiment un principe extrêmement important. Éviter de se projeter sur eux, hein. C'est ce qu'on a tendance un petit peu trop à faire.